e-santé, c'est maintenant. Innov. 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 Bon, on va y aller. Rebonjour à tous. Avant-dernière séquence de la journée, pour vous parler de mon espace santé. Maintenant, vous l'avez, j'ai vu que tout le monde l'avait activé, j'étais assez impressionné. Donc, mon espace santé, le carnet de santé du citoyen. On a fait une expérimentation riche d'enseignement dans le secteur médico-social. Et pour nous parler de cette expérience, on a avec nous l'association Claire-Joie, l'IRSAM, et puis Madame Pachama. Je laisse Constance vous introduire cette séquence. Merci à tous. Merci Antoine. Je vous le rends. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette table ronde, effectivement, sur le thème de l'embarquement du médico-social sur le déploiement de mon espace santé. Alors, je suis très bien entourée aujourd'hui. Il y a du beau monde autour de cette table ronde qu'on va imaginer. Déjà, il y a Madame Pachama. Bonjour, Madame. Vous intervenez aujourd'hui en votre qualité de maman. Vous allez nous raconter votre histoire. On est aussi accompagné de Pélagie Notre-Dame, qui est infirmière puéricultrice à l'association Claire-Joie. Donc, l'association Claire-Joie, c'est une association qui œuvre pour l'accompagnement des déficiences intellectuelles et troubles du spectre autistique à La Réunion. Et puis, du côté de l'IRSAM, donc on a le docteur Melchior Marie, Gwenaëlle Portier, qui est infirmière cadre de santé, et Charlotte Vauglin, chargée du numérique, des projets numériques en santé. L'IRSAM, donc, c'est aussi une association qui est en métropole et à La Réunion et qui accompagne les personnes présentant une déficience sensorielle, avec ou sans handicap. Alors, maintenant que les présentations sont faites, vous n'êtes pas autour de cette table pour rien. Il y a un lien qui vous unit. Et ce lien, c'est Daryl. Daryl, le fils donc, de Madame Pachama. Donc, pour commencer, je vais vous laisser la parole à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, l'histoire de Daryl, son parcours? Et si vous voulez le faire en créole, sentez-vous libre. Justement, mais tu as dit ça même. Bonjour à toutes, ça n'était pas là ce matin. Mal a décidé de parler créole aujourd'hui parce que depuis ce matin, il ne parle que français. Alors voilà, c'est mon langage maternel, quoi. Voilà. Du coup, c'est Madame Pachama, elle a 6 enfants, donc Daryl qui a 10 ans. Le parcours de Daryl, en 2 mots, parce qu'il est très court. De la naissance jusqu'à 2 ans et demi, à partir de 3 mois, 33 fois hospitalisé pour des crises d'asthme. À 3 ans, diagnostiqué autiste. Et à 7 ans, hypertension au niveau de la tête. Voilà. Du coup, voilà, c'était un combat quand même difficile. Parce qu'il fallait surmonter tout ça. De 7 ans pour perdre la vue, maintenant c'est malvoyant, quoi. Vivre avec, c'est un quotidien de tous les jours. N'est pas facile. Voilà, quoi. En regardant ce petit monde-là, le monde petit garçon surtout, ça donne le goût de vivre, justement d'en profiter, de voir que voilà, quoi. Voilà. Merci. Alors, du coup, Daryl, il est pris en charge à la fois à l'association Claire-Joie, du coup, et à l'IRSAM. Donc, on va le voir, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui interviennent dans son parcours de soins. Donc, je me tourne vers vous, Pélagie, qui le connaissait depuis déjà 2 ans. Au-delà donc, des spécialistes qu'il voit, de ses hospitalisations au CHU, au CHOR, au CHU Nord, CHU Sud et en ville, vous, Pélagie, comment, dans ce contexte, vous avez eu l'idée d'utiliser le DMP et mon espace santé donc, de Daryl pour faciliter sa prise en charge? Voilà, du coup, j'ai commencé à prendre Daryl en charge en soins, il y a 2 ans à peu près. C'est un petit garçon qui avait un parcours de soins qui était déjà compliqué, donc avec des hospitalisations au CHOR, au CHU, à l'hôpital Saint-Pierre, pris en charge par des spécialistes, neurologues, endocrinologues, génétiques, etc. Donc il avait déjà un dossier médical bien fourni qu'il fallait trier et puis remettre dans un certain ordre chronologique pour y voir un petit peu plus clair dans son histoire de vie.
Et du coup, là, on voit sur cette situation-là, je m'occupe d'une centaine d'enfants, donc il faut imaginer aussi le nombre d'enfants concernés. Pour Daryl, en tout cas, le fait d'avoir regroupé tous ces documents, donc anamnèse, compte-rendu hospitalier, compte-rendu opératoire, imagerie, laboratoire sur le DMP, a permis de mettre sur un même lieu sécurisé les documents utiles à tous les professionnels qui allaient prendre en charge Daryl pour une raison ou pour une autre. Donc là, en coordination de soins, moi je trouve que c'est un outil qui est absolument génial parce que c'est autant de temps qui n'est pas passé à contacter tel médecin, lui transmettre tel bilan, telle imagerie, etc. Donc là, on a tout qui est regroupé au même endroit. Voilà. Merci. Et du coup, vous mettez notamment le dossier de liaison d'urgence ? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est aussi rassurant pour la maman et puis pour moi-même. Les informations concernant Daryl et notamment le dossier de liaison d'urgence sont sur son DMP. Donc si demain Daryl est réhospitalisé ou a besoin de soins, ces informations de santé sont accessibles aux urgentistes. Donc du Shore probablement, c'est l'hôpital le plus proche. Mais ça a ce côté rassurant que tout professionnel de santé qui sera amené à croiser Daryl, malgré la complexité de sa situation avec un handicap et un surhandicap, va retrouver les éléments utiles à sa prise en charge. Ok, merci. Alors, petite anecdote qui est venue illustrer ces échanges. C'est vrai, je voulais vous le partager cet après-midi. On était à l'Éperon l'autre jour, toutes les trois. On buvait un petit jus de bissap pour préparer cette table ronde. Et là, il s'est passé un épisode, encore une fois, qui illustre bien les choses. Donc, Daryl avait fait une crise quelques jours plus tôt. Ça, c'était le dimanche. Oui. Et vous, Madame Pachama, vous avez immédiatement prévenu Pélagie. Oui, justement. Voilà, le dimanche. Ouais. Pélagie, dans la suite, elle a prévenu l'ensemble des professionnels de santé qui prennent en charge Daryl via messagerie sécurisée de santé. Et donc là, nous, on était tranquillement en train de boire notre petit jus de bissap. Et qui appelle ? Le docteur Melchior. Qui prend en charge Daryl, du coup, du côté de l'IRSAM. Et donc, elles ont discuté, Pélagie et le docteur Melchior, Marie. Et quand Pélagie a raccroché, elle a dit alors ça, avant la MSS et avant le DMP, ça serait jamais arrivé, en tout cas pas aussi vite. Donc là, moi j'étais ravie parce qu'on avait un exemple concret. Mais c'est vrai du coup que vous suivez donc Daryl du côté de l'IRSAM avec Gwenaëlle aussi Portier. Alors, on est dans le vrai, c'est-à-dire qu'il y a un cas un petit peu particulier, c'est que Dr Melchior n'a pas encore accès au DMP de Daryl pour une petite question de carte CPS. Mais donc c'est grâce à Gwenaëlle qui est infirmière et qui, elle, fait aussi partie de l'équipe de soins de Daryl, qui, elle, a une carte CPS, donc que vous pouvez accéder au DMP. Donc je vous laisse la parole toutes les deux pour justement que vous puissiez nous expliquer son suivi, les relations que vous avez avec Claire Joie dans la coordination de la prise en charge. Voilà. Et globalement, comment vous accompagnez les usagers de l'IRSAM aussi sur Mon Espace Santé. D'accord. Bonjour à tous. Donc moi, ça va être vraiment un témoignage j'ai un pied encore dans l'ancien fonctionnement. On est encore par échange de mails avec Pélagie. Donc nos deux structures... Sécurisées, la MSS. Mais voilà, c'est là qu'on se rend compte aussi des difficultés et qu'on entrevoit une facilité via le DMP. Mon Espace Santé, c'est ça ? C'est le mien. DMP, c'est votre terme professionnel. Oui. Voilà. Ça s'est articulé par exemple avec ce que vous venez de dire comme exemple. Dans les situations aiguës, quand on a besoin Claire Joie, Pélagie a besoin d'un appui à la coordination de soins, elle peut solliciter le médecin coordonnateur de l'IRSAM, donc j'ai ce rôle actuellement. La temporalité en structure médico-sociale fait qu'on a plus de temps aussi de coordination avec les autres structures. Et là, en l'occurrence, pour Daryl, il y a multiples spécialités qui gravitent autour de sa prise en soins. Plusieurs CHU, le sud, le nord, selon les pathologies. Et donc, comment ? Toute la Réunion. Oui, voilà, le Shore, enfin tout. Et donc, pour savoir quel est le dernier professionnel, parce qu'il y a aussi des changements de professionnels entre-temps, quelles sont les dernières préconisations, quel suivi actualisé à faire à l'instant T. Aller à la pêche aux infos par mail, même si messagerie sécurisée au téléphone, c'est quand même très chronophage. Et donc, d'avoir accès à tous ces documents à l'instant où on s'occupe de ce patient, c'est un gain de temps énorme et d'efficacité. Et je peux parler de l'exemple des anesthésies générales sous le format handi-bloc,
où la pathologie du trouble du spectre autistique fait qu'on bénéficie de la possibilité de faire, lors d'une anesthésie générale, de plein d'examens. Une consultation ophtalmologique, une consultation ORL, une prise de sang complète, voilà, plusieurs examens regroupés à une seule date. Et donc ça, c'est un travail de coordination aussi qui fait intervenir tous les soignants qui connaissent Daryl. Et donc, moi, on me dit, OK, prescris le dernier bilan, on va aller aux anesthésistes, comme ça, on fait le check-up complet et on n'oublie rien. Et il y a tellement de pathologies intriquées qui s'influencent fortement les unes les autres qu'il ne faut pas passer à côté d'une information. Et donc là, c'est Pélagie qui me dit, n'oublie pas, l'endocrinologue avait dit de contrôler ça, le pédiatre ça. Et effectivement, d'avoir tout sous les yeux sur un seul espace, c'est un gain d'efficacité dans mon travail aussi. Voilà. Et oui, je parlais de changement de professionnel, l'exemple récent où on doit adresser Daryl pour des examens complémentaires. Je n'avais pas su que c'était plus le Nord qui le suivait, donc on a sollicité le Nord qui nous dit ah non, nous on est overbooké, donc adressé ailleurs. Et n'oubliez pas de faire cet examen-là en plus. Donc voilà, c'est de la recherche d'informations en permanence, qui, quoi, où, comment. Et quand les prises en charge sont complexes comme ça, en tout cas via l'accès au DMP que j'ai pu avoir via Gwenaëlle, je me rends compte que oui, ça sera un gain de temps énorme et surtout une limitation à la perte d'informations, quoi. Bonjour. Nous, au niveau de la ressource, on accompagne 350 enfants. Donc, la plupart des établissements médico-sociaux, on accompagne plusieurs centaines d'enfants. Alors, ils n'ont pas tous des situations complexes, mais on a quand même énormément de situations où on interagit avec l'hôpital d'enfants, le CHU, le CHOR, les professionnels en libéraux, médecins, infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Ça fait une constellation de professionnels énorme autour de chaque enfant, et avec souvent une coordination qui est faite par un ou deux individus par les établissements. Et les professionnels en libéral, notamment, s'appuient beaucoup sur nous, sur les établissements médico-sociaux, comme disait le docteur Melchior-Marie. Du coup, pour nous, sur la coordination des cas complexes, c'est un gain de temps énorme. Et puis, c'est la garantie, et pour nous et pour les bénéficiaires, que nous sommes dans un échange sécurisé de données. On arrête d'envoyer les comptes rendus par Gmail, et on s'assure que les parents et les bénéficiaires sont au courant de qui consulte quoi et quand. Donc c'est vraiment une transparence qui est très intéressante et importante pour nous. On parlait tout à l'heure du dispositif de liaison d'urgence, le DLU dans notre petit jargon. Aujourd'hui, grâce à nos logiciels, on a la possibilité de faire des envois systématiques, c'est-à-dire qu'en début de prise en charge ou une fois par an, quand on les remet à jour avec les différents PAI, les ordonnances, on appuie sur un bouton et ça envoie l'intégralité des centaines de DLU sur tous les espaces santé de tous les jeunes qui en ont un, ce qui permet de se dire que dès l'instant d'après, ils vont en sortie extérieure avec leurs éducateurs, avec leurs parents, avec qui que ce soit. Il leur arrive quoi que ce soit, bris de glace sur les urgences, et toutes les informations sont à disposition des professionnels, donc ce qui est assez formidable. Et l'autre usage qu'on commence à voir, c'est qu'on a beaucoup de bénéficiaires qui, nous, passé l'âge de 20 ans, nous quittent pour partir poursuivre leurs études, alors parfois en métropole, ailleurs, et donc du coup demandent à avoir accès à leur dossier médical, ce qui est leur droit. Et aujourd'hui, on leur donne une copie de dossier papier, c'est souvent on leur demande, mais maintenant l'intérêt c'est de pouvoir se dire qu'on va tout mettre sur cet espace santé pour que les professionnels qui vont prendre notre relais par la suite, que ce soit en métropole ou ici, pourront avoir accès. Et ça nous permet de respecter les temps légaux aussi d'accès aux dossiers quand il y a des demandes d'accès aux dossiers médicaux. Voilà. Merci, c'était très complet toutes les deux. Alors vous, Charlotte, vous êtes donc chargée de projet numérique en santé à l'IRSAM. Vous avez notamment suivi avec Thésis et l'ARS l'expérimentation de Mon Espace Santé dans le médico-social à La Réunion. Donc expliquez-nous comment une structure comme l'IRSAM, alors qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour ses équipes et ses usagers pour les accompagner dans le déploiement de Mon Espace Santé. Du coup, moi, je vais vous parler surtout de la communication qu'on a faite sur Mon Espace Santé. Donc, toute cette année, on a déployé Mon Espace Santé et le point de départ, c'était une expérimentation dans un établissement. Et finalement, on a fait des actions dans tous les établissements de l'IRSAM pour finalement lancer une dynamique globale positive autour de ce service-là.
Donc on s'est dit que les professionnels étaient les mieux placés pour parler de mon espace santé aux familles et aux usagers. Et on a constaté qu'ils n'étaient pas trop au fait de ce qu'était mon espace santé. Donc soit ils ne connaissaient pas du tout, soit ils connaissaient un petit peu. Donc là, l'IRSAM a mis en place une stratégie vraiment d'information et de sensibilisation sur ce service-là pour les familles, les usagers et les équipes. Donc je peux vous donner des exemples d'actions qui ont été mises en place. Il y a eu de la communication plutôt globale, donc envoi de mails pour présenter le service. Et puis il y a eu des actions plus ciblées, donc on est intervenu en réunion d'équipe. Le GCS Thésis a formé certains des professionnels, notamment ceux qui ont participé à l'expérimentation. Et puis il y a eu des stands de sensibilisation tout au long de l'année qui ont été proposés lors des événements IRSAM, journée institutionnelle, journée thématique, comme sur 10 cités. Donc là, le GCS Thésis et l'assurance maladie ont été sollicités par l'IRSAM pour venir parler du service et potentiellement pour aider aussi à activer mon espace santé. Donc ce qui fonctionne le mieux, je vais faire un focus sur ce qui fonctionne bien. Déjà la répétition en fait, du message fait que les salariés, les centaines de salariés à l'IRSAM, petit à petit ont pris connaissance de ce service-là. Quand on en a parlé en réunion d'équipe, du coup les professionnels peuvent poser des questions vraiment en rapport avec leur pratique et en rapport avec leur profession. Donc c'est intéressant, c'est un moment privilégié. Les professionnels qui ont été formés, on voit qu'ils sont plus à l'aise aussi au niveau des éléments de langage et puis ils ont la confiance en fait, pour parler aux familles. Et en parallèle du déploiement de mon espace santé, en fait, on a déployé la messagerie sécurisée et le DMP. Du coup, les professionnels, vu qu'ils ont vu le gain de temps et l'accès à un certain nombre d'informations, ont vu l'intérêt en fait, du service. Donc ils ont pu continuer à en parler autour d'eux. Pour les actions pour les familles et les usagers, du coup, il y a eu des communications donc avec des supports adaptés. Il y a eu un flyer en FALC qui a été fait. Facile à lire et à comprendre. Ça même. Et aussi une vidéo en langue des signes française qui est quasiment terminée, qui va être diffusée à l'IRSAM. Il y a eu des sensibilisations qui ont été faites dans les consultations et également dans les salles d'attente en fait, par l'équipe de prise en charge. À chaque occasion où la famille est rencontrée, finalement, ils en parlent, tout simplement. Et puis, encore une fois, il y a eu des interventions du GCS Thésis et l'assurance maladie lors de rencontres avec les familles, notamment lors de repas de famille dans les structures. Donc là, ce qui a bien fonctionné pour nous, c'est assez dépendant des besoins des familles. Donc il y a des familles qui sont plus ou moins à l'aise avec le numérique, qui ont plus ou moins de matériel chez eux, qui sont pas porteurs de handicap également. Donc finalement, l'idée c'est vraiment d'adapter l'information et l'accompagnement pour les aider à utiliser ce service. En tout cas, dans le cadre de l'expérimentation, on se rend compte que rien qu'une simple information par un professionnel de santé qui prend en charge l'usager a permis d'activer des comptes, puisque sur une centaine de familles, il y a 40% des familles qui ont quand même activé leur compte après avoir été informées sur le service. Donc c'est plutôt positif. Et puis pour finir, du coup, on s'est rendu compte que parler aux familles et aux usagers, c'était vraiment important de leur montrer l'intérêt, et c'est ce qu'on discute depuis tout à l'heure, c'est l'intérêt qu'il y a à utiliser ce service pour justement le parcours des enfants, dans votre cas, et puis le besoin de coordination, il peut vraiment se faire via cet outil-là. Il faut pour cela, bien sûr, que tous les professionnels alimentent bien mon espace santé et qu'ils soient autonomes aussi pour le consulter, mais c'est allégeant et c'est facilitant pour les familles du coup d'utiliser ce service-là. Donc c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Merci Charlotte. On a hâte de voir cette vidéo en langue des signes. Alors moi j'ai eu un aperçu. Je crois que même le national sera très jaloux de cette vidéo qui présente mon espace santé en langue des signes. Alors pour terminer, je voudrais redonner la parole à vous, Madame Pachama, parce que j'ai une autre confidence à vous faire, cher public. Ah oui. Madame Pachama n'a pas activé son espace santé. Non, mais pas là en chemin.
La carte vitale a un petit souci, elle est en chemin Voilà, c'est ça. dans les voies de la poste. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant de voir que finalement, c'est pas parce que vous n'avez pas activé votre espace santé et que du coup Daryl n'a pas son espace Voilà, c'est grâce ça. à vous, Mhm. que les professionnels de santé qui le prennent en charge n'ont pas commencé à utiliser son DMP. Donc, même sans votre espace santé, déjà, qu'est-ce que, pour vous, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça a changé? Vous m'aviez dit que ça vous rassurait. Voilà. Oui. Comment ça vous aide? Ben, beaucoup même, parce que du coup, justement, tu as vu que l'espace santé arrive avant que Daryl a eu son hypertension. Pourquoi? Parce que comme on l'emmène à l'hôpital, justement, là, pour un temps infini pour prendre en charge, surtout que la cour à droite, à gauche, de Saint-Paul jusqu'à Saint-Pierre, et sans trouver quoi vraiment il y en a, entre guillemets, ben, si l'espace santé était là, était présent, sachant que les hôpitaux avaient tous les documents sur Daryl tu n'aurais pas poireauté dans l'hôpital, quoi. Peut-être, entre guillemets, mais dis pas qu'il ne soit pas malvoyant, bon, au moins, tu as bien fait le truc à temps. Voilà, ben, rien n'a été fait, ben, c'est pour ça que, franchement, je remercie que Ben a mis ça en place, parce que va sauver des vies, entre guillemets. Mais j'utilise beaucoup entre guillemets, ben, parce que voilà, sans ça, ben là, mais franchement, on est tranquille. Mais connaît aussitôt d'arriver un souci, il arrive à l'hôpital, le réflexe, ben là, le document sur les yeux. On avait besoin de trier dans tout papier, il faut chercher, quoi, les enfants, les nards, conseiller à tonne, mais voilà quoi. Et le maman aussi sera un peu moins stressé et décompressé. Voilà, parce que c'est un vie de tous les jours, voilà quoi, de vivre avec. Surtout quand on a des personnes, n'est pas la place à personne, on a des jugements, des regards. Voilà. Ben après, il peut passer au-dessus de tout ça, hein, franchement. Hein. Voilà. Merci. Et du coup, vous pourrez activer votre espace. Pour Daryl et vos 5 autres enfants, on va avoir Voilà, un taux les 6. d'activation Ouais, c'est d'un ça. coup. Ben, il est en chemin. Peut-être quand il arrive à la maison, on sera là. Hein. La carte vitale, j'ai demandé à l'assurance maladie, c'est en route. Merci infiniment pour ces témoignages et ces interventions. C'est très concret, c'est très précieux. Ne bougez pas. Je suis sûre que le public a des questions pour vous. Si vous avez des questions, notez-les dans un petit coin. On va juste faire un petit focus après ce témoignage concret sur quelques éléments plus larges autour de mon espace santé dans le médico-social. Donc, je vais essayer de vous donner quelques chiffres, revenir un petit peu sur cette dernière année écoulée, et ensuite on fera le temps des questions-réponses. Alors, vous le savez, mon espace santé, donc c'est le carnet numérique de tous les Français. Et donc nous, en équipe intégrée à l'assurance maladie, Thésis, ARS, notre ambition, notre mission, c'est d'embarquer tous les professionnels de santé et tous les usagers dans la prise en main de ce service. Alors, on en a parlé ce matin un petit peu avec Monsieur Turbat, mais mon espace santé aujourd'hui à La Réunion, quelques chiffres. On l'a dit, hein, il y a beaucoup de structures qui alimentent déjà, qui déposent déjà des documents dessus. Donc, notamment les établissements de santé. C'est pas que le CHU, c'est pas que le CHOR, c'est les établissements sanitaires, la radiologie, les cabinets de ville. Il manque les laboratoires de biologie, mais évidemment, qui déposent des comptes rendus, des prescriptions, donc des documents très concrets. Pour le médico-social, c'est déjà 30 structures qui alimentent le DMP de leurs usagers. Donc aussi pour dire que vous êtes largement déjà embarqués dans le déploiement de mon espace santé. Et on n'est pas peu fiers, effectivement, d'être la 4e région de France en termes de nombre de documents déposés par habitant sur le DMP des patients. Voilà, donc ça, c'est quelques chiffres pour rappeler mon espace santé globalement à La Réunion. Mais c'est important de zoomer sur son déploiement, justement, spécifiquement dans le secteur du médico-social, parce qu'on l'a vu avec l'histoire notamment de Daryl. Le parcours de soins des usagers, il peut être parfois un parcours du combattant, donc avec beaucoup d'acteurs, des dossiers papier très volumineux, beaucoup de rendez-vous. On a vu un nombre d'hospitalisations pour Daryl. Pélagie, tu me disais, rien que sur une année, c'était 12 rendez-vous médicaux avec l'association Claire-Joie. Bref, mon espace santé, c'est à la fois... le parcours de soins peut être très complexe, mais mon espace santé peut être très aidant. Donc, comme on était convaincus de ça, en 2024, on est parti plein d'entrain et on a mis en place plein d'actions sur le terrain avec les structures du médico-social. Donc, on a embarqué notamment 15 structures
du médico-social comme partenaire, comme ambassadrice Mon Espace Santé, c'est pas rien. On a pu faire des actions très concrètes, comme Charlotte a pu donner des exemples tout à l'heure, et du coup sensibiliser près de 600 usagers, donc de manière individuelle, en proximité, pour les aider à activer leur compte, leur montrer comment ça marchait. Et peut-être que vous connaissez notre communauté des ambassadeurs Mon Espace Santé. Ils sont presque 200 à La Réunion, 180. Il y en a 25 qui sont issus du médico-social. Alors, ça veut dire que c'est le deuxième secteur le plus représenté dans les ambassadeurs Mon Espace Santé. Il y a le monde de l'inclusion numérique et après, il y a les ambassadeurs du médico-social. Donc, vous êtes déjà très embarqués avec nous sur ce déploiement et merci à tous ceux qui sont déjà dans l'aventure avec nous. Seulement, voilà, plus on faisait du terrain, plus on faisait face à la réalité. C'est que beaucoup d'usagers sur Mon Espace Santé se retrouvent en difficulté, comme avec beaucoup de services du numérique. Soit on a fait face à des seniors qui sont très éloignés du numérique et qui du coup ont peur de cet outil. On peut être en face de personnes en situation d'illettrisme qui du coup ne peuvent pas lire le site de manière autonome. On a effectivement des personnes en situation de handicap physique, mental. On a aussi les personnes sous tutelle. Donc sous tutelle, ça veut dire que leurs données administratives, c'est celles du tuteur. Mais pour activer son espace santé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des coordonnées administratives qui nous sont propres. Donc on a rencontré plein d'usagers comme ça, qui étaient hyper volontaires, qui étaient convaincus. Et puis au moment d'activer vraiment l'espace, et ben là ça bloquait, techniquement, pour des raisons administratives ou autres. Donc la vérité, c'est celle-là, c'est que les usagers du secteur médico-social ne peuvent pas accéder à leur profil Mon Espace Santé seuls. Donc ça demande aux structures qui les accompagnent justement d'avoir une approche assez spécifique, de travailler l'accompagnement individuel et ils doivent s'adapter à chacun. Et du coup, le rôle des aidants professionnels, notamment dans ces structures, est essentiel pour justement que cette montagne qu'est Mon Espace Santé pour certains usagers, cette montagne à gravir, elle puisse être accédée et qu'on y arrive ensemble. Mais voilà, vraiment le rôle de l'aidant comme guide est essentiel. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que comme on l'a vu avec Madame Pachama, c'est pas parce qu'on n'a pas activé son espace santé que les professionnels de santé ne peuvent pas utiliser notre DMP. Donc oui, c'est un frein côté usager, mais c'est pas un frein côté professionnel de santé. Donc il y a eu des difficultés quand même remontées rapidement, on l'a vu, et face à ça, le national a proposé une expérimentation donc, de Mon Espace Santé dans le secteur médico-social, dans laquelle l'IRSAM et l'association Clairjoie étaient investis. L'idée, c'était de voir dans des usages concrets comment on embarque les professionnels de santé qui gravitent autour des structures, comment on met en lumière toutes ces problématiques, comment on travaille à trouver des solutions là-dessus. Et alors les problématiques qui ressortent, elles sont un peu partagées par tous. Le premier, c'est la matrice DMP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les professionnels à rôle du médico-social ne sont pas tous habilités à accéder au DMP des patients. Donc ça, c'est un premier frein. Le deuxième, c'est la délégation d'accès aux aidants. Qu'on soit aidant professionnel ou aidant familial, on n'a pas un accès facilité pour accéder à l'espace santé de la personne qu'on aide aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est très limitant. L'écosystème n'est pas toujours mature parce que voilà, justement, les professionnels de santé qui gravitent autour des structures ne sont pas toujours aussi matures qu'elles dans le numérique. La fracture numérique, on le connaît, c'est un frein et encore plus à La Réunion. Et puis ça amène aussi des difficultés organisationnelles. En tout cas, ça demande aux structures de se réorganiser en interne auprès des professionnels de santé et des administratifs aussi pour que les usages changent. Les apprentissages, en revanche, qu'on en retient, ils sont plutôt positifs, bien sûr. On l'a vu à travers les témoignages, c'est que dans la pratique professionnelle, Mon Espace Santé, ça apporte une vraie plus-value pour les professionnels et pour les usagers. Force est de constater quand même qu'il faut adapter la stratégie, la communication, l'approche en fonction du secteur. On ne va pas déployer Mon Espace Santé dans le secteur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, à domicile ou avec des difficultés spécifiques. Ce n'est pas la même approche du tout et il faut y veiller. Il y a de nombreux partenaires extérieurs à impliquer, ça tout le monde l'a un petit peu dit effectivement. Ce n'est pas juste les professionnels de la structure, ça va être la médecine de ville alentour, ça va être les officines, les infirmiers, enfin bref, tous ceux qui travaillent autour de la structure aussi pour la meilleure coordination et le partage des informations. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que l'apprentissage qui ressort aussi, c'est que
au-delà de l'aspect technique, de coordination, d'information plus fluide, la relation à l'usager aussi a été améliorée grâce à la communication via Mon Espace Santé. Donc voilà, alors pour l'instant, la prochaine étape par rapport à cette expérimentation, c'est la semaine prochaine, il y a un rétex final, donc un retour d'expérience à La Réunion. Mais je vous donne surtout rendez-vous le 19 décembre. Là, c'est un webinaire national, c'est le retour de toutes les régions sur l'expérimentation donc, de Mon Espace Santé dans le médico-social. C'est un webinaire qui est ouvert au plus grand nombre. Donc on pourra vous partager le lien évidemment. Et puis nous, au niveau local, évidemment, vous nous connaissez, vous avez des référents à l'ARS, chez Thésis, à Assurance Maladie. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner, pour sensibiliser vos équipes d'abord, puis les usagers ensuite, sur tous ces nouveaux usages. Voilà. Merci à tous, merci chers intervenants. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Pour les intervenants surtout, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions alors c'était, avant de poser ma question, je voulais vous faire une remarque globale. Vous savez, dans notre métier qui est un peu particulier, on travaille dans le milieu de la santé, on cherche avant tout à donner du sens à ce que nous faisons. Et en vous écoutant, du coup, Madame Machabar, par ce retour, alors pardonnez-moi si j'écorche votre nom, par ce retour, vous nous avez donné du sens à ce que nous devons faire chaque jour. Et du sens également, dans le sens où nous devons également continuer à nous améliorer. Donc merci pour votre témoignage, c'est ce que je voulais dire. Et je vais tenter un petit mot en créole, merci beaucoup pour tout cela dit maintenant. C'est un créole un peu approximatif, je suis désolé. Merci. Merci à vous. Et puis ma question liée à la dernière slide, concernant la petite phrase sur la matrice DMP. Oui. La matrice DMP, bon, vous le savez, je ne parlerai pas au nom de l'assurance maladie qui est plutôt leader sur la construction de cette matrice et sur le guide d'intégration également côté éditeur. Si vous deviez faire aujourd'hui des propositions concrètes sur l'évolution de cette matrice, quelles seraient ces propositions ? Je regarde mes collègues spécialistes du médico-social. Est-ce que vous voulez répondre ? Vous, professionnels de santé, Il n'y a aucun piège. Ouais. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a plusieurs modalités d'accès au DMP en tant que professionnel de santé. On peut y accéder soit en tapant DMP dans la barre Google et en entrant par le biais de l'onglet professionnel, soit parfois quand on a des logiciels métiers du type Ogiris, en cliquant directement sur DMP. Alors, en fonction de l'endroit par lequel on passe, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne parfois pour certaines typologies pour certaines formations, on va dire les secrétaires médicales vont pouvoir passer par là mais pas par là, les infirmières par là mais pas par là, et puis par les médecins parfois ils passent nulle part. Donc peut-être avoir une communication sur par où passer, avoir un seul biais d'accès, une seule voie d'accès au niveau professionnel. Et ensuite, une fois qu'on est dessus, c'est pas évident de savoir en fonction de nos formations et de nos métiers, ce à quoi on a le droit d'avoir accès ou non. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on ne voit pas qu'on n'a pas accès à quelque chose. C'est normal qu'on n'y ait pas accès parce que c'est en lien avec notre fonction, mais on ne sait pas à quoi on n'a pas accès. Ce n'est pas spécifié, ce n'est pas explicité. Et donc, du coup, on peut avoir l'impression que ça n'a pas été mis par le collègue, alors que c'est juste que nous, on n'a pas le droit d'y avoir accès. C'est peut-être cette chose-là. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans des structures médico-sociales dans la salle veut compléter aussi ? Vous êtes libre de répondre. C'est l'occasion de faire remonter des besoins concrets. Non ? Côté Clairjoie, ça va ? Oui ? Profitez-en. Oui, je pense que sur ce sujet, il y a des questions qui circulent sur effectivement la matrice d'habilitation. Après, je pense que déjà, ce qui serait bien, c'est que l'ensemble des professionnels aient bien l'information de ce à quoi ils ont droit, de ce qu'ils peuvent faire. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, on a vu sur un autre atelier qu'il y a des questionnements aussi sur les risques de cyberattaques. Donc ça veut dire qu'on a quand même des données personnelles et des données de santé
Donc il y a un questionnement et une crainte aussi, je pense. Il faut pouvoir rassurer aussi, et peut-être même à travers la matrice d'habilitation, que tout le monde n'a pas accès à des données qui sont des données de santé. Aujourd'hui, chacun, en fonction de sa profession, va avoir accès à des données spécifiques de santé, des données qui sont des données sensibles, et on doit rester dans la proportionnalité en fait, de ce qui est nécessaire par rapport au métier. Donc même nous, au niveau du déploiement, pour Clairjoie, on a largement déployé donc l'utilisation, donc une fois qu'on a eu notre montée de version donc, de la solution qu'on utilise, mais essentiellement, on peut dire que ce sont essentiellement les infirmières en fait, qui sont embarquées à l'heure actuelle. Donc ensuite, on a aussi le calendrier qui s'est déroulé, qui est différent en fonction des régions, puisque même sur la basculaire PPS, donc on a fait un gros travail, donc ce que disait l'IRSAM, c'est exactement ce qu'on a fait nous aussi, mais un petit peu en avance de phase, peut-être sur la sensibilisation des professionnels, parce qu'on s'est bien rendu compte que si on devait aussi sensibiliser les familles sur l'intérêt du DMP, c'est qu'il fallait aussi qu'on puisse convaincre les professionnels. Et il y avait des réticences multiples, à la fois par rapport à ces questionnements qui touchent aux données sensibles, mais aussi au rôle qu'on va leur faire jouer, parce qu'en fait, accompagner les publics aussi, c'est potentiellement avoir accès à certaines données, alors que, bon, de manière habituelle, voilà. Donc on est vigilant par rapport à ça. Et si on veut embarquer tout le monde, on se rend compte qu'il y a vraiment un processus où il faut commencer par sensibiliser d'abord les professionnels, ensuite sensibiliser les familles. Donc là, on a eu la chance, effectivement, à la Réunion, d'être 2 structures à embarquer, à être pilote national parmi 56. Et donc c'est le REX final qui va être fait. Donc on a pu aussi alimenter, je pense, pas mal de communication, puisqu'il y a eu des petites vidéos qui ont été faites. Et là, je pense qu'on s'est vraiment donné les moyens, en se posant la question de la communication, quels outils il fallait déployer. Et finalement, toutes les structures médico-sociales, parce que finalement, partager des données, on s'est rendu compte dès le départ que la difficulté, c'est que ce n'était pas suffisamment alimenté. Donc nous, on a la situation spécifique, donc Pélagie le soulignait, on alimente énormément les données, mais nous ne sommes pas forcément producteurs de la donnée. Et donc aujourd'hui, ce qui serait souhaitable, c'est que chaque médecin, chaque structure puisse, de manière peut-être un petit peu industrialisée, automatisée, pour que ce ne soit pas non plus une complexité, puisse alimenter les éléments. Et on voit dans le cas de Madame Pachama qu'effectivement, on a des situations qui sont très complexes, et c'est gagnant pour tout le monde en fait. Donc voilà. Donc après, aller peut-être plus dans le détail, je pense qu'il y a un petit peu des questionnements, donc on reste dans la boucle des échanges, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on est plus focus sur les professionnels de santé, et on n'a pas encore déployé les professionnels à rôle. Merci pour cette réponse très complète. Effectivement, sur le webinaire du 19 décembre, on attend un plan d'action pour 2025, une feuille de route, on espère, suite au Rétex national. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est tout bon ? Eh bien, merci beaucoup. Merci encore pour votre participation à tous intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une petite pause. Vous pouvez rester ici au frais, mais sinon faire un petit tour. Juste après, ce dont on vient de parler là est emblématique et hyper illustrant de la conférence passionnante que vous aurez juste après avec Antoine Malone. Antoine Malone sur la responsabilité populationnelle, où finalement la complexité temporelle du nombre d'acteurs, de la prise en charge, tel que ça vient de nous être expliqué là, bien c'est comment on voit que c'est une chaîne complexe de professionnels de santé qui doivent se coordonner ensemble à l'échelle territoriale. Voilà. Donc juste après, Antoine Malone dans un petit quart d'heure. Merci, à tout de suite. Ah, c'est dans 40 minutes. Et qu'est-ce qu'il y a là ?